Mais on n'attend pas d'avoir ni l'autorisation de nos groupes, ni l'autorisation du Sénat pour y aller. On décide d'y aller. Point. Et donc, je pense que ça peut se faire dans ce cadre-là. Ok. Il y a Alexis qui voulait... Non, moi je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est notre caméraman. En fait, moi, il y a une chose qui m'a apparu comme ça dans votre discours, c'est le fait que vous parlez de la société civile, l'implication de la société civile qui doit travailler en collaboration avec le monde politique, mais dans le cadre d'un pays africain, on se retrouve dans... Ça marche plus. Ouais. On se retrouve dans le cadre d'une dictature qui est maintenue en place aussi par les pouvoirs occidentaux depuis très longtemps, parce que malgré le fait que la dictature soit en place depuis très longtemps, il y a des accords avec des grands groupes européens, des compagnies privées qui continuent de faire leur travail. Et donc le travail du politique serait peut-être de réglementer, enfin à mon sens, serait peut-être de réglementer ces investissements des compagnies européennes sur le territoire africain. Alors, c'est vraiment tout le débat, et moi je vous encourage à, si vous voulez, vous irez sur mon... je vais mettre sur mon site du Sénat. Attendez, parce que je vois plus rien. Pardon, excusez-moi. Ça va. Par exemple, je prends cet exemple des minerais parce qu'on va en parler bientôt au niveau de la Commission des Relations Extérieures. J'ai déposé une résolution qui ne dit pas simplement régler le problème au Congo. Finalement, c'est des minerais congolais, et donc c'est les Congolais qui doivent régler le problème de la traçabilité des minerais. Non. Pourquoi? Parce que qui exploite les minerais? Ce sont des sociétés qui sont des sociétés occidentales. Si ces sociétés continuent à graisser la patte du pouvoir, je veux dire, le pouvoir, en absence de démocratie, de côté, de transparence, la population n'est pas vraiment au courant de la manière dont ça se passe, des accords qui sont passés, ça va continuer. Et donc on va continuer à piller ces minerais, la population ne va rien avoir, une partie de la population s'enrichit. C'est évident que dans un pays comme la République démocratique du Congo, une partie de la société congolaise s'enrichit. C'est évident. Et donc dans la résolution, que disons-nous? On dit il faut bien entendu soutenir les projets de développement d'état de droit. Je veux dire, on ne peut pas dire on va tout faire avec la société civile et on ne va pas demander au pouvoir congolais de remettre de l'ordre dans sa justice, de remettre de l'ordre dans sa police. On doit. Et dans notre relation en tant que Belgique en coopération-développement, c'est bien entendu un des axes qu'on doit développer. Mais en même temps, moi je dis clairement dans la résolution, et on doit le plaider au niveau européen, il faut que les entreprises qui commercialisent des biens avec des ressources naturelles qui viennent des pays en conflit, et je sors de la question du Congo, parce que on peut dire que c'est la zone de conflit en Afrique subsaharienne, mais vous avez des zones de conflit en Colombie, vous avez des zones de conflit dans d'autres parties du monde où il y a des ressources naturelles. Et donc nous disons, toute entreprise qui commercialise un bien avec des éléments qui viennent de zones de conflit doivent garantir que ce bien est propre. Et si ce n'est pas le cas, il doit y avoir des sanctions de ces entreprises. Moi je dis toujours, vous savez, si mon téléphone, si on disait, ce téléphone, parce qu'il a une substance qui vient de la République démocratique du Congo, il est cancérigène, je peux vous dire que ça fait longtemps qu'on aurait tracé le coltan qu'il y a dans ce téléphone pour savoir s'il est cancérigène parce qu'il vient de tel endroit. Bon, si ça avait été le cas, je peux vous dire que le machin qui est là-dedans, qui est cancérigène et qui vient de là-bas, il ne pourrait plus être dedans. Par contre, si je dis, ce téléphone a tué X milliers de personnes parce qu'il vient d'une zone de conflit, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et donc, qu'est-ce que je dis? Je dis, j'aimerais que les entreprises qui commercialisent ce téléphone garantissent que ce qu'il y a dedans n'a pas tué quelqu'un. Et donc, ça, c'est la résolution que l'on porte aujourd'hui. Et pour le faire, on a par exemple les normes, il y a les normes de l'OCDE, mais qui sont des normes non contraignantes aujourd'hui. Nous disons, pour
des situations bien particulières, nous voudrions que ces normes deviennent contraignantes. Et donc, la petite Belgique ne va pas pouvoir le faire toute seule, mais en tant que responsable politique belge, nous devons porter ce débat à l'Europe. Nous voulons que l'Europe porte ce débat à l'OCDE et nous voulons que cela soit porté sur le commerce international, l'OMC et autres. C'est un lourd combat. C'est dur. Mais vous savez, on a émis il y a 10 ans la notion de la taxe sur la transaction financière. Il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Tout le monde disait, mais c'est quoi ces marxistes-là qui veulent taxer le capital? C'est un peu ça. Hein. Il y a 10-15 ans, on était perçu comme ça. Aujourd'hui, même, enfin maintenant il n'est plus à l'heure du jour, mais même un Sarkozy français disait que c'était bien la taxe sur la transaction financière. Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit un marxiste. Il a fallu 10-15 ans pour arriver à quelque chose. Mais aujourd'hui, tout le monde dit, tiens, ce serait peut-être bien taxer le capital. Non, c'est toujours pas fait. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de se dire, ce serait peut-être bien parce qu'il y a eu des abus en matière de spéculation financière. Eh bien, je pense que concernant la due diligence des entreprises qui alimentent les conflits, je pense que les rapports de l'ONU le montrent, les entreprises sont source de criminalité, et ce n'est pas les entreprises congolaises ou les entreprises africaines, c'est les entreprises occidentales sont source de criminalité, et donc il faut que ces entreprises soient pénalisées par rapport à ce qu'elles provoquent. Mais je vous dis, c'est vraiment un débat qui demande du temps. Alexis l'a dit tout à l'heure, ça demande de l'engagement, du temps, de la conviction. Il faut le porter, il faut le crier, il faut le dénoncer. Et ben, le jour où on sera suffisamment nombreux et qu'on fera suffisamment de bruit, vous savez, on parle de la Birmanie, hein, le sujet qu'Alexis connaît bien. Quand le bruit a été suffisamment fort pour dire que les entreprises qui étaient en Birmanie étaient criminelles, il y en a pas mal qui sont partis. Alors ça n'a pas forcément réglé le problème du régime en Birmanie, mais il y en a beaucoup qui sont partis. Et donc je pense que c'est une question effectivement de bruit, et il faut qu'on puisse faire ce bruit. Quand on ne dit pas les choses, il n'y a aucune chance que les choses soient résolues. Et donc c'est un peu dans ce sens-là. Mais je vous encourage à aller voir cette résolution que je dépose, à la fois sur les ressources naturelles et à la fois sur l'agriculture au niveau du monde. Voilà. Merci. Merci d'interruption. Prière, on va mettre une petite pause de famille. Plus et responsable, les trois responsables. Oui. Ça y est, est-ce qu'il y a plus de... Ouais. Si vous pouvez vous mettre juste là, une photo de famille, juste là, on n'a pas besoin de faire de slow de... Merci à vous. Et désolé, hein. Mais non, on est déjà content. On va avoir les actes. Merci. Donc, on peut juste là, avec normalement spécialité des guidés. C'est bon comme ça? Oui. Attends. Non, moi je suis tout à fait. Voilà. C'est bon. Il demande une dernière. Voilà. Merci beaucoup. On va. Et on reste en contact. Oui. Merci. Et à tout bientôt. Merci. Au plaisir. Et puis au plaisir. On reste en contact. Vos photos, vous restez en visite. Non, je pars avec ce photo. On reste avec le mail. Oui, bien sûr, avec le mail, c'est pas ça. Il n'y a pas de souci. Voilà, au plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Bon travail. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous. Oui, j'ai lavé sur C'est bien. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Vous nous donnerez les photos. Hein. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Oui.
Et l'une des organisations co-organisatrices de cette conférence, dans Erika G, si tu as complété la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Faouk, de m'avoir passé la parole. Madame la sénatrice, malheureusement, et Monsieur le Président de la Ligue des droits de l'homme qui sont partis bien avant parce que, vu leur agenda, ils ne pouvaient pas rester jusqu'à la fin de notre conférence, et surtout qu'on a commencé avec un peu plus de retard. Mesdames et Messieurs, chers invités, d'entrée de jeu, je tiens à dire que c'est vraiment un honneur pour moi de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence internationale sur le trafic des nouveau-nés au Cameroun. C'est un événement pour lequel nos partenaires ACDPH, le Comité et nous-mêmes avons travaillé avec enthousiasme et nous sommes certainement très fiers d'y être enfin. Je voudrais remercier particulièrement le docteur Charles Toné et le docteur Vincent Sostin-Foudard d'avoir permis, par la voix de nos sœurs Vanessa Polo et autres, de nos sœurs soit portée et entendue jusqu'ici à Bruxelles, au cœur des institutions européennes, qui est un lieu aussi prestigieux et symbolique. En effet, en s'appuyant sur l'affaire du bébé volé de Vanessa Tchatchoua et l'ensemble des cas similaires, cette conférence veut, si ce n'est le premier, l'un des grands axes que posera la diaspora camerounaise ainsi que le peuple ami du Cameroun par la voix de ses leaders d'opinion, dans le sens de s'engager véritablement dans la voie du changement social, une voie que l'activisme s'est jusqu'ici contenté de déchiffrer. Ainsi, en convoquant autour d'une même table les acteurs du premier plan qui se mobilisent sur cette affaire, la conférence voudrait le cadre d'un début d'une grande réflexion en vue de proposer des solutions durables aux graves problèmes de trafic des migrants au Cameroun. Trafic mis en place, orchestré et protégé par le système en place. Ce système qui compte plusieurs autres personnalités connues de tous et protégé par un vaste réseau entretenu par les mêmes. C'est donc à l'échange, à la réflexion et au partage que je vous invite aujourd'hui. Nous souhaitons que cette conférence nourrisse et stimule la réflexion sur le trafic des enfants en divers endroits du monde, qu'il marque son évolution et qu'il influence peut-être, qu'il ouvre de nouvelles pistes et contribue à les mettre en œuvre. Il se trouve de multiples plaisirs dans cet événement. Le plaisir de vous accueillir en si grand nombre, le plaisir d'être ici, à la Maison des associations internationales, et le plaisir, je l'espère, de vous connaître et partager des idées et de construire peut-être des projets avec quelques-uns d'entre vous. À tous et à toutes, je vous souhaite une excellente conférence. Merci, David. Comme je vous l'ai signalé, la conférence est co-organisée aussi par une ONG qui est au Cameroun. Et tout à l'heure, bonjour à tout le monde. J'aimerais déjà d'entrée de jeu présenter les excuses du professeur Sanda Toné à l'assistance ici présente, qui pour des raisons familiales n'a pas pu faire le déplacement sur Bruxelles aujourd'hui et m'a prié de le représenter à cette conférence. C'est un honneur pour moi et j'espère pouvoir être à la hauteur de cette responsabilité. Pour parler de ma modeste personne, je m'appelle Jean-Robert Wakou et je milite pour les causes du Comicoti depuis 2006.
Donc ça fait pratiquement 6 ans que je suis au PAC, le travail qui est fait par cette ONG au Cameroun sur le terrain. Et je profite aussi de cette opportunité pour dire merci aux principaux organisateurs de cette conférence internationale, bien que le Comicodi étant l'un des organisateurs. Personnellement, moi je réside en Allemagne, mais ici à Bruxelles, nous avons des compatriotes, Marcel Djambé, Elie Kadier, Koufao Marou et Hugues Somon, pour ne citer que ceux-là, qui ont, n'est-ce pas, eu cette heureuse idée d'organiser cette conférence que nous apprécions tous, je l'espère. J'aimerais aussi dire quelques mots, n'est-ce pas, concernant le Comicodi, qui est la commission indépendante contre la corruption et les discriminations. Et aussi pour dire, de mon point de vue, que c'est l'une des rares ONG au Cameroun, et c'est l'une des rares ONG de la société civile camerounaise, n'est-ce pas, présente sur le terrain et qui travaille véritablement sur les problèmes sociaux, partant de la corruption, des discriminations sociales, des violations des droits de l'homme en général, et des problèmes liés à la malgouvernance de nature à freiner considérablement le processus démocratique en marche depuis plus de 2 décennies au Cameroun. Elle interpelle donc constamment à ce titre le gouvernement sur la base d'enquêtes menées sur le terrain, et il arrive très souvent que ces interpellations aient des suites positives. Ce que je vais essayer de faire ici, n'est-ce pas, c'est en quelque sorte pour retracer le film de cette histoire, cette affaire Vanessa, depuis août 2011. Donc, en quelque sorte, une historique, et ensuite l'état des procédures juridiques, etc. Donc, le 20 août 2011, une jeune Camerounaise de 17 ans, pauvre écolière et orpheline de père, accouchait d'un bébé de sexe féminin à l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso à Yaoundé. Quelques heures plus tard, le nouveau-né était déclaré introuvable par les responsables de l'hôpital. Commençait alors le drame d'une famille démunie qui allait connaître toutes les tracasseries que peut réserver un système de mauvaise gouvernance à un citoyen. La cause de cette petite fille allait devenir très vite une affaire internationale, grâce à sa résistance acharnée, méthodique et résolue. Son courage allait contribuer à révéler l'existence d'un vaste trafic de nouveau-nés à travers le pays, impliquant même parfois les responsabilités au plus haut niveau de l'État et de la République. La jeune fille fut brutalisée, humiliée, violentée, moralement et physiquement, abandonnée, sans assistance. Mais sa résistance ne baissa pas et sa volonté de retrouver son bébé n'en fut que plus forte, entraînant une mobilisation à travers le monde pour sa cause et suscitant une admiration légitime dans toutes les classes d'âge dans un pays où les citoyens sont généralement habités par la peur, la résignation et le défaitisme. Sur la situation de la petite sœur Vanessa, sur la situation du bébé, le bébé volé de Vanessa Tchatou est toujours entre les mains, sous le toit, sous la garde et sous la responsabilité de Madame Caroline Médian Ndikoum Até, précédemment substitut du procureur de la République au tribunal de première et grande instance de la Meufou, ou alors précisément de Fou, et nommé par décret présidentiel le 18 avril 2012 au poste de chargé d'études assistantes dans les services centraux du ministère de la Justice. Les renseignements fiables obtenus dans l'entourage de la magistrate, voisinage direct, amis et familiers, rassurent sur la santé du bébé. Une petite fille qui se porte bien et jouit des soins de première qualité. Mais manifestement, il n'est pas possible de demander à un nouveau-né comment elle se sent chez autrui, chez une personne qui la retient sans droit ni titre, sans légitimité ni légalité,
qu'il a soustrait de sa mère frauduleusement. Sur le plan personnel, la commission révèle aussi que Vanessa Tchatou a achevé les rites traditionnels auxquels elle a été soumise par ses grands-parents. Depuis son expulsion brutale de l'hôpital, et si sa récupération au plan physique peut maintenant être considérée comme satisfaisante, les plaies endurées lors des prélèvements forcés et de l'expulsion brutale de l'hôpital étant pratiquement cicatrisées, il n'en est pas de même, et loin s'en faut, au plan mental et psychologique. La jeune fille demeure profondément traumatisée, fait régulièrement des cauchemars, pleure de temps à autre, entend des cris de bébé et souffre visiblement à la vue d'une femme enceinte. Sur la relation avec les pouvoirs publics, la commission révèle aussi que depuis son expulsion, durant et après son séjour à l'hôpital, la jeune fille, ni directement ni indirectement, n'a bénéficié d'aucune assistance, ni soutien du gouvernement. La famille et les proches n'ont reçu aucune demande officielle de visite, ni signe de réconfort, aucune expression de regret, de compassion et de solidarité. La seule nouvelle initiative officielle a été la tentative de nouveau prélèvement de sang avec le concours d'un homme présenté comme étant un expert américain. La jeune fille, en son âme et conscience, s'y est fermement opposée. Et sa famille a rappelé les exigences et les conditions d'une procédure scientifique correspondant aux usages internationalement reconnus, acceptables, transparentes, consensuelles par toutes les parties et incontestables. À la suite de cette épreuve manquée, le ministère de la Communication a fait une nouvelle sortie médiatique aux fins d'injures, de moqueries et de provocations à l'endroit de la jeune fille, sa famille, ses nombreux soutiens aussi. Les propagandistes du mensonge bien travaillés ont cru pouvoir injecter dans l'opinion que la jeune fille avait reçu tantôt de l'argent, tantôt une résidence, tantôt 1000 promesses du gouvernement. Tout cela est faux. La jeune fille reste entièrement à la charge stricte de sa famille et personne d'autre. Elle n'a en outre reçu aucun soutien institutionnel de qui que ce soit, ni mandaté qui que ce soit pour formuler des quêtes pour son compte ou en son nom même. Elle a été chassée de l'hôpital sans aucun certificat d'accouchement. Le gouvernement est du reste bien renseigné sur son lieu de résidence, sur sa vie actuelle, sur ses moyens d'enfants traumatisés, de familles pauvres et orphelines. Je vais aussi intervenir ou alors donner quelques éléments sur les évidences qui mettent en cause la magistrate. La commission révèle que rien n'a changé, varié ou bougé jusqu'ici. Il demeure constant et indiscutable que l'enfant a été volé le 20 août 2011 et que dès le 24 août, la dame Caroline Medjan a commencé à informer toutes ses relations familiales, professionnelles et conjugales de la naissance de son bébé. Les traces de communication par SMS existent et sont méticuleusement conservées par les dites relations. Cette véritable campagne d'information était accompagnée de multiples agapes festives à domicile impliquant des visites, des cadeaux et des félicitations infinies. Les visites se sont logiquement arrêtées dès que la popularisation du drame de Vanessa et l'origine douteuse du nouveau-né ont vu le jour. Il demeure constant et incontestable que la magistrate s'est fait établir un faux certificat de grossesse et ensuite un faux certificat d'accouchement, après avoir durant 10 mois stimulé des attitudes physiques de femmes enceintes. Le médecin qui a délivré ces documents frauduleux est connu nommément. Il est en effet en poste à titre permanent à l'hôpital de Mousso et vacataire à la polyclinique de Tinga. Ces éléments ont servi notamment au montage d'un dossier de congé de maternité régulièrement soumis par la magistrate à ses patrons. Il demeure constant que l'enfant de Potin, dont on nous dit être celui de Vanessa,
n'a rien de commun avec l'enfant de Vanessa Tchatou. Au-delà du fait qu'il s'agissait d'un bébé de sexe masculin en quota, il est bon de signaler que les deux jeunes mis en cause pour cette manipulation sont originaires de la région du Nord-Ouest, comme la magistrate, et n'ont aucune attache dans la localité de Potin. Il demeure patent, incontestable et vérifiable que les deux jeunes gens mis en cause ne connaissaient pas Vanessa Tchatou, ne l'avaient jamais vue auparavant, ne s'étaient jamais entretenus avec elle. Lors de la première confrontation à la police judiciaire, il était clair pour toutes les parties présentes que les jeunes gens étaient maladroitement instrumentés pour des besoins de la cause et de ce fait pour aider les trafiquants à couvrir le rôle du bébé de Vanessa en acceptant le rôle criminel d'enlèvement de l'enfant. Au cours de cette confrontation, Vanessa a posé l'ultime question de preuve au supposé voleur en ces termes. Comment avez-vous reconnu mon bébé dans la couveuse au milieu des autres bébés? Parce qu'il faut rappeler que le gouvernement à un moment a essayé de faire croire que ces deux personnes, ou alors qu'une jeune demoiselle avait volé le bébé de Vanessa, n'est-ce pas, sous prétexte qu'elle était jalouse de cette dernière qui aurait une relation avec son copain. Alors elle a posé cette question et c'était le clou et la séance a été promptement levée lors de l'interrogatoire. Il faut ensuite révéler que, contrairement à ce qui est dit et soutenu officiellement, le bébé de Vanessa Tchatou était fiable. D'ailleurs, l'enfant a été vêtu avec des habits fournis par la famille. Or, lorsqu'un bébé est prématuré, comme il voulait nous le faire entendre, on ne l'habille pas, ou alors on ne l'habille même jamais. Les trafiquants sont donc partis avec le bébé normalement habillé. L'infirmière, Ndemba, sait où et comment est parti le bébé. Idem pour l'infirmière Monique et certainement pour le directeur de l'hôpital qui ne pouvait ignorer longtemps le manège et qui ensuite n'a pas hésité à proposer une compensation pécuniaire à la famille. Sur l'état des procédures judiciaires, la commission révèle au plan national que malgré le vol de certains éléments du dossier, au cours du braquage du véhicule de Maître Méli, conseil de Vanessa Tchatou, celui-ci s'est attelé à reconstituer la plupart des sources, des notes, des archives, des témoignages. Sylvie Juliette, la maman de Vanessa Tchatou, a reçu à travers le conseil une citation à comparaître le 24 avril 2012. La plainte contre Dame Caroline Medjanti-Koumate et consorts est ainsi dans la deuxième phase d'instruction devant le juge d'instruction désigné à cet effet par le président de la Cour suprême. La famille s'est présentée à la convocation du juge et continue d'être déterminée à obtenir que la vérité soit dite, entendue, exprimée avec force et droiture. Au plan international, une équipe de juristes particulièrement solide sur les questions de défense des droits de l'homme, des droits de l'enfant et de la mère, en synergie avec les personnalités de marque et plusieurs organisations, travaille depuis 2 mois pour ficeler le dossier. Celui-ci est pratiquement prêt, mais il ne pourra être effectivement actionné qu'après l'épuisement des voies de recours internes, c'est-à-dire à la fin de toutes les procédures devant les tribunaux camerounais. Néanmoins, des constats exploratoires ayant un caractère purement informel ont déjà été initiés avec satisfaction en direction notamment de la Cour africaine des droits de l'homme, d'une part, et de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, d'autre part. À ce propos, il importe de rappeler que le Cameroun est signataire de la plupart des instruments internationaux spécialisés, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Convention de l'UNICEF sur les droits des enfants et la Convention des Nations Unies contre toutes les formes de torture. Le mardi 24 avril 2012, Dame Juep Sylvie, la maman de Vanessa, assistée de son conseil maître Hippolyte Méli, avocat au barreau du Cameroun et président de l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats du Cameroun, a été entendue par le juge d'instruction dans le cadre de sa plainte contre Dame Caroline Médian et consorts. À ce propos, il importe de souligner que ce sont
3 procédures relatives à la même affaire qui sont en cours devant les tribunaux camerounais, notamment devant le juge d'instruction désigné par le président de la Cour suprême. La première procédure concerne la plainte contre Sieur Alabingwa et consorts. Pour mémoire, il s'agit des comparses officiellement désignés comme étant les auteurs du vol de bébé de Vanessa. Cet alibi monstrueux met en exergue un scénario pitoyable selon lequel le bébé aurait été volé par une jeune fille jalouse parce que Vanessa sortait avec son copain, je l'ai dit tantôt. De nombreux indices imbattables ont pu démontrer que cette thèse ne tient pas la route. Il est absolument impossible d'accéder à la couveuse en plein jour sans être du service. Il faut franchir pas moins de 5 portes différentes, toutes bien surveillées, pour avoir accès aux enfants qui se trouvent dans les couveuses. Qui a donc signalé à cette jeune fille que Vanessa venait d'accoucher? Et comment a-t-elle pu reconnaître le bébé dans la couveuse? Comment a-t-elle pu sortir de la maternité d'abord, puis de l'hôpital ensuite? Ce sont des questions qui restent posées. La deuxième procédure relève de la plainte introduite directement par Dame Joyette Julie contre la magistrate, Dame Joyette Sylvie et la maman de Vanessa, et contre la magistrate Caroline Medjan. Et il faut se rappeler que cette procédure ne pouvait pas prospérer sans l'autorisation expresse du bâtonnier de l'ordre des avocats, à Maître Nelly. Et ensuite sans la désignation par le premier président de la Cour suprême d'un juge d'instruction, compte tenu du statut spécial de la mise en cause. Poursuivre un magistrat pose en effet de nombreux problèmes et induit par conséquent des dispositions procédurières particulières. Le changement démocratique devra revoir ces choses-là, naturellement. La troisième procédure résulte de l'action commencée au parquet du tribunal de première instance d'Ekounou. Il faut se souvenir que c'est à Ekounou que le dossier a d'abord pris corps, compte tenu de la situation géographique de l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso, qui dépend d'Ekounou territorialement. À ce stade, il est fondamental de signaler que des embûches apparaissent dans le déroulement des procédures en cours. On ne comprend pas en effet pourquoi le parquet n'a pas encore pris des réquisitoires afin d'informer ce qui aurait permis d'inculper la magistrate, le parquet et au contraire demander que tout le monde soit d'abord entendu à titre de témoin. En fait, les magistrats en charge du dossier sembleraient suspecter toutes les enquêtes et analyses de la presse et n'entendent pas leur accorder le moindre crédit. À ce propos, la Commission tient à rappeler qu'à ce jour, les éléments, dans certains cas fort documentés et travaillés depuis de bonnes sources avec des acteurs crédibles et sérieux, n'ont fait l'objet 1. d'aucun démenti par la mise en cause, de 2. d'aucun droit de réponse et de 3. d'aucune procédure pour diffamation. Maître Nelly a pratiquement troublé la sérénité du juge d'instruction lorsqu'il a produit une copie du quotidien Mutation numéro 3089 du 3 février 2012 qui relatait que la magistrate Caroline Medjan avait été reçue dans ses bureaux, qui avait soutenu qu'elle avait accouché pour ensuite se confondre dans des larmes infantiles. Teinté de grosses émotions en revenant sur cette affirmation pour dire exactement le contraire, qu'elle avait plutôt adopté le bébé. Les animateurs du réseau des trafiquants sont pratiquement entrés en transe. Après la lecture des textes du chef de l'État nommant les magistrats, ils se sont rués sur toutes les ondes et ont investi les parloirs diffamatoires pour soutenir que la nomination de Dame Medjan au poste de chargé d'études assistant au sein de l'administration centrale de Yaoundé est un blanchiment de la dame de toute faute dans l'affaire du bébé volé de Vanessa Tchatchou. La mise en cause serait personnellement à la manœuvre, faisant comprendre aux proches et amis qu'elle a définitivement remporté la bataille et que le bébé est gagné pour de bon. La commission lui répond 0 gagné. La
bataille ne fait que commencer et on a vu les gens être nommés pour ensuite prendre la route de la prison de Corée. Le Cameroun, c'est le Cameroun et l'adage du célèbre contemporain vaut pour tout le monde et dans tous les sens. La commission rappelle aussi à tous ceux qui auraient tendance à croire à une certaine somnolence dans cette affaire qu'il y a des portes. Qu'il y a des portes, des causes et des barrières que ni la corruption, ni le silence, ni la violence, ni la somnolence organisée et anesthésiante ne sauraient profaner, casser, faire oublier, vaincre ou travestir. La commission réitère sa conviction sur la base de l'expérience des bébés enlevés aux pauvres en Amérique latine, sous les dictatures, pour être donnés aux riches et aux puissants, que l'enfant de Vanessa Tchatchou lui reviendra. Ce n'est pas une cause des circonstances, ni une cause de quelques individus. C'est une cause nationale et permanente engageant une préoccupation éternelle et une lutte sans relâche. C'est une cause juste, une affaire très grave. La commission s'inquiète à propos de l'attitude des médias, lesquels semblent faire preuve d'une certaine baisse de la garde, d'une certaine fuite en avant consistant à se limiter sur les scoops, au moment même où l'on découvre de nouveaux cas de bébés volés chaque jour dans le pays, le Cameroun. La commission indépendante contre la corruption et la discrimination tient tout particulièrement à rendre hommage au docteur Sosten Fouda, authentique patriote et authentique humaniste dont les efforts, l'engagement, le sens de la justice, l'amour, la passion et le cœur sont exceptionnels. Son sacrifice pour la vérité est plus qu'un exemple digne des martyrs de la lutte de l'indépendance du Cameroun. Sur le terrain médiatique, la commission révèle aussi que la plupart des médias nationaux ont fait preuve et continuent de faire preuve de lucidité, de solidarité, de compassion et de soutien à l'endroit de Vanessa Tchatchou, ainsi que de sa famille. Ceux-ci ont tout le long de cette affaire, à l'exception de quelques rares discordances administrées, un professionnalisme impressionnant. De nombreux journalistes ont ainsi refusé de se faire acheter pour déformer la vérité, contrer les évidences et traumatiser davantage la jeune fille. La commission constate toutefois que depuis le début du mois d'avril, 2 stations radio entièrement à la solde des trafiquants d'êtres humains ont été montées de toutes pièces à Yaoundé. Ces radios ont été diligentées, activement instrumentalisées et droguées pour essayer de changer le cours des événements et déformer la vérité. Elles développent à longueur de journée, au vu et au su du gouvernement, des appels à la haine, à l'agression contre la jeune Vanessa Tchatchou, sa famille et ses soutiens, dont la société civile et les autres journalistes. Le ton, les intentions ouvertement déclarées et les objectifs des animateurs de ces radios ne méritent aucune considération et devraient rester dans les poubelles infâmes des pires trahisons et des souillures nauséabondes d'un lamentable mercenariat servile. Sur la situation de l'hôpital de Bousso, la commission révèle qu'en dépit du limogeage du directeur de cet hôpital, aucun maillon central du réseau de trafic de bébés dans cet hôpital, dont l'implication dans le drame de Vanessa Tchatchou a été incontestablement prouvé, n'a été sanctionné, ni blâmé, ni muté. L'infirmière Dimba, celle qui a arraché le nouveau-né des mains de la famille pour la faire disparaître, est toujours en fonction. Le personnel de la maternité, entièrement instruit des pratiques illégales et immorales décriées, reste enfermé dans une peur mêlée d'embarras. Certains sont dorénavant enfermés dans des confessions et des prières interminables dans des multiples églises obscures du quartier. Sur la situation des fonctionnaires impliqués directement, la commission révèle que personne n'a été réellement ni blâmé ni sanctionné. Les responsables de la sécurité, les premiers enquêteurs manipulés et de mauvaise foi évidente, les membres du gouvernement défaillant,
Les magistrats inconséquents sont tous impunis à ce jour et continuent leur carrière en toute tranquillité. De même, les documents frauduleux ou en tout cas les vrais faux documents délivrés par Madame le ministre des Affaires sociales demeurent dans le flou institutionnel, noyés par de surprenantes tolérances gouvernementales. J'aimerais conclure avec votre permission en disant qu'en tout état de cause, 8 mois après le vol de Vanessa Tchatchou, le silence de certains, les embarras au plus haut niveau de l'État et de la République, la mobilisation de la société civile et l'impunité de quelques personnalités impliquées directement ou indirectement à différentes étapes a installé un sentiment légitime d'affaires d'État dans la société camerounaise. L'affaire a révélé l'existence d'un vaste réseau de trafic d'êtres humains et spécialement des nouveaux-nés dans le pays. L'affaire Vanessa Tchatchou a par ailleurs mis en exergue les travers d'une société où les pauvres sont corvéables, à merci, brimés aisément, tenus hors de toute jouissance effective de leurs droits élémentaires, condamnables facilement, marginalisés. Des gens riches, des hauts cadres puissants, des grands commis de l'État peuvent enlever les enfants des pauvres et les confisquer en bénéficiant de la compréhension explicite des plus hautes instances dont ils sont par ailleurs les tenants et les commanditeurs. C'était le Doux Paradis pour l'Asbel Téléspi, Solidarité Paradisiaque Internationale.